Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des nouveautés de Photoshop CC 2023. Donc c'est le coup d'envoi de l'Adobe Max, on est le 18 octobre et comme chaque année, Adobe fait une grande conférence pour parler de ces innovations. Alors les mises à jour des applications du Creative Cloud sont échelonnées sur toute l'année et au final la version de l'Adobe Max c'est surtout un changement de nom de version, donc on passe de Photoshop CC 2022 à 2023, mais en réalité le nombre de nouveautés n'est pas forcément supérieur au reste de l'année. Il y a toujours un petit truc en général qui fait que c'est un peu plus fort en octobre, mais là vous allez voir que ce qui est proposé, en tout cas sur Photoshop, est pas digne d'une grande nouvelle version. Il y a déjà beaucoup de choses cool qui ont été faites récemment, donc c'est aussi difficile de faire la révolution à tous les coups. Par contre, il y a Camera Raw qui a été mis à jour en version 15. Là aussi, ça ne justifie pas forcément une version majeure de passer à la version 14 à la 15, mais il y a des vraies améliorations vraiment sympas sur les masques qui ont été ajoutés. Et je vais du coup faire une petite séparation dans les vidéos qui suivent avec Camera Raw en premier. Vous allez avoir les 3 vidéos sur les mises à jour de Camera Raw et ensuite on passera à celle de Photoshop. Et évidemment, pour ceux qui utilisent aussi Lightroom, je fais aussi une vidéo sur Lightroom pour les nouveautés de Lightroom. Et en l'occurrence, là aussi, ça concerne le masquage. Les clients de ma formation complète à Photoshop CC 2022, évidemment, auront les vidéos de mise à jour dans un chapitre à part. C'est déjà le cas au moment où j'enregistre là cette vidéo. Ils ont déjà reçu les mises à jour dans le chapitrage. Donc en fait, quand on descend tout en bas, on voit ici mise à jour octobre 2022. Il y a déjà toutes les mises à jour qui ont été ajoutées, donc ça c'est cool. Pour ceux qui me suivent sur tuto.com, c'est déjà fait. Et là, si vous me regardez sur la vidéo à part, pour les nouveautés, vous pouvez trouver le lien dans la description si vous regardez sur YouTube, ou évidemment si vous êtes déjà sur tuto.com, vous avez déjà pu trouver la vidéo sur les nouveautés. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre pour vous former sur les nouveautés de Photoshop, j'en suis très fier. J'espère que ça va vous plaire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés de Photoshop. Merci, bye bye. Alors avec cet Adobe Max, on a évidemment une mise à jour de Camera Raw qui passe en version 15. Alors je sais pas si ça justifie de passer une version majeure à chaque année. L'an dernier c'était clairement le cas puisque le nouveau système de masquage était vraiment exceptionnel, il est toujours. Et en fait, l'essentiel des nouveautés de Camera Raw, qui vont évidemment se retrouver dans Lightroom, dans le module développement, sont des améliorations de quelque chose qui était arrivé l'an dernier. Quelque chose de très bon, mais ce sont des améliorations, c'est pas encore une révolution, c'est difficile de faire la révolution chaque année quand même. Donc en fait l'accent a été mis sur les masques qui sont créés par intelligence artificielle, deep learning, c'est-à-dire qu'en gros l'analyse qui est faite est une analyse qui dépend du contenu de la photo d'après un modèle qui a été entraîné sur des millions de photos. Et donc l'an dernier on avait un système qui reconnaissait le premier plan, enfin qui reconnaissait une personne ou qui reconnaissait le ciel. Évidemment, avec ça, on pouvait en déduire l'arrière-plan. Alors en fait, vous allez voir que cette année, la nouveauté, c'est que quand on ouvre une photo dans Camera Raw et que l'on va dans le système de masquage, en réalité, il va faire une sélection de personnes par défaut. Il va pas créer le masque, mais il va la sélectionner. Donc j'ai ce groupe ici qui est pris en photo. C'est un JPEG, donc on peut pas dire que ce soit la photo la plus propre du monde, notamment parce que c'est quand même un peu flou. Et si on se rend dans l'outil masquage, vous allez voir que ici, hop, on a un petit encart personne, on a une nouvelle interface aussi, enfin une interface remaniée. Et du coup, il a créé, vous voyez, une sélection sur toutes les personnes présentes, avec quand même un résultat qui est plutôt très bon pour une image qui est un JPEG, donc on n'a pas la même quantité d'informations que sur un fichier brut, et en plus, l'arrière-plan est complètement brûlé. Et il y a aussi des points chauds sur les personnes. Bref, c'était pas non plus très évident. Donc évidemment, par exemple, là ici sur la personne 8, il y a les feuilles, les brindilles qui n'ont pas été enlevées des jambes, donc on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais quand même, c'est plutôt cool d'avoir tout de suite ces personnes qui sont sélectionnées. Et donc maintenant, à partir de ça, je peux cliquer sur une personne et pouvoir faire des masques sur différentes parties du visage. Donc on peut sélectionner la peau du visage, la peau du corps, les sourcils, etc. Et ce pour chaque personne. Donc ça c'est quand même plutôt cool. On peut, quand on les sélectionne, on va le voir un peu plus en détail, mais on peut faire des masques qui sont distincts, ou juste par exemple si je prends sourcil, faire que pour les sourcils, et si je fais sourcil et par exemple on va dire peau du visage, faire un masque avec les deux, ou faire des masques séparés. Alors, la première chose que je vais vous montrer, parce que vous savez que j'aime bien faire ça, ce sont les limites. Il est évident que le soir de l'Adobe Max, vous n'aurez pas du tout un truc qui vous montre les limites, ils vont vous montrer que ça marche
en mode miracle avec un lapin qui sort du chapeau. Donc ça c'est le marketing. Alors je suis toujours assez critique sur les démonstrations faites par Adobe. Cet algorithme, je l'ai dit l'an dernier, il est vraiment très très bon. Et ça a envoyé quand même Lightroom un peu plus en avant sur le masquage, notamment par rapport à Capture One. Chez On One, il y a la nouvelle version qui est sortie avec de l'intelligence artificielle aussi, avec un système où on peut au survol faire une sélection d'un objet. Vous allez voir que c'est presque ça aussi qu'il y a dans Capture One, dans Camera Raw, pardon. Je vais vous montrer la limite. Par exemple ici, j'ai trouvé que sur cette photo, on va avoir un problème. Donc évidemment, on a deux visages, mais qui ne sont pas complets. Et vous allez voir que ça fait un peu dérailler, Camera Raw. Par exemple, je vais aller dans masquage, il va faire l'analyse, et en fait, il va trouver une seule personne. Quand je vais dans personne, ici, voilà, il a pris les deux, il reconnaît bien les deux visages, puisque l'arrière-plan est pas sélectionné quand je survole, donc mais c'est pas une personne, évidemment, ce sont deux personnes. D'ailleurs, ce que je vais faire, au passage, c'est tout sélectionner et faire ouvrir dans Camera Raw, ce sera quand même plus simple que de l'ouvrir à chaque fois. Et par contre, je voulais voir s'il s'en sortait bien avec un truc un peu difficile. Par exemple, ici, on a un portrait avec une poussière et des taches sur le visage. Et donc si je sélectionne cette photo et que je vais dans masquage, vous allez voir qu'en fait il n'y a pas de problème, il va détecter la personne et ça fonctionne. Alors que quand même on pouvait se douter, on aurait pu imaginer que ce soit un peu galère à sélectionner. Donc sur une photo de groupe, il n'y a pas de problème, sur une photo un peu comme ça, il n'y a pas de problème. Sur une photo aussi où il y a les cheveux qui se chevauchent, c'est pas forcément non plus facile. Bah vous voyez que voilà, il a quand même fait une séparation qui est pas dingue sur les cheveux, mais en même temps c'était hyper dur. Mais il n'a pas considéré que ces deux visages étaient les mêmes. L'important c'est que les visages soient complets, j'ai l'impression. Et dès que les visages ne sont pas complets, voilà, je sens que ça le fait un peu dérailler, quoi. Et évidemment, bien entendu, et surtout bien heureusement, il n'y a pas de problème pour sélectionner différentes couleurs de peau. C'était déjà pas le cas l'an dernier, mais vu que là il y a un système de séparation des personnes, il aurait pas fallu, évidemment, ça aurait été hyper maladroit que l'IA fasse de moins bons résultats sur certains groupes ethniques et pas d'autres. On sait qu'il y a déjà quand même des algorithmes qui ont des biais, mais évidemment, là, c'est pas le cas, donc tant mieux. J'ai pas sélectionné sur des tonnes de photos différentes, mais vous voyez déjà qu'on va prendre ici cette photo où on est avec du make-up, et voilà, c'est du studio, c'est ultra select et tout, donc là, évidemment, encore heureux que ça marche, mais voilà, ça a détecté le visage, et si je clique sur cette personne, et que ensuite je mets par exemple peau du visage, vous voyez que ça fait quand même un travail qui est très très bon. On gagne vraiment beaucoup de temps avec cet outil. Donc en gros, c'est une amélioration de ce qu'on avait l'an dernier. Et si on veut maintenant aller jusqu'au bout, histoire de finir cette démo, on va cliquer sur créer, et on a le masque que l'on aurait pu faire nous-mêmes à la main. Donc l'an dernier, ce qu'on aurait eu, c'est juste la personne sélectionnée, mais là maintenant on a les personnes qui sont séparées sur les photos, et ensuite sur chaque personne on peut déjà créer des masques subsidiaires, donc c'est vraiment très 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 bien vu. Alors là je pense que les photographes de mariage vont vraiment être très contents, parce que les photos de groupe comme ça là clairement ça va être cool, quoi, de pouvoir isoler les personnes. Bon là il y en a peut-être beaucoup, mais de pouvoir isoler comme ça et faire des retouches en quelques clics, ça va vraiment être bien. Donc ça c'est une des premières grosses nouveautés concernant les masques. On sépare les personnes et ensuite on sépare les traits du visage, les aspects du visage plutôt, en masque, y compris en masque séparé si on le veut. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est que par exemple ici j'ai pris cette image, j'ai fait une retouche sur la peau. Si je reviens sur créer un masque et qu'on va sur sélectionner des personnes, donc ce truc là il est nouveau maintenant, on va retrouver la personne 1 évidemment qu'il avait trouvé à la base, et on va pouvoir lui dire par exemple de prendre les lèvres, et si j'ai envie, on va prendre hop, les dents, et ces deux-là, au lieu d'en faire des masques distincts, je vais juste cliquer sur créer, donc ça va tout prendre dans le même masque. Vous voyez qu'au passage, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un masque 1, et dedans il y a deux morceaux, un truc qui est sélectionné sur les dents, un truc qui est sélectionné sur les lèvres, avec une icône spéciale pour sélectionner des personnes. Il n'a pas transformé ça en coup de pinceau par exemple. Et donc là-dessus, maintenant, sur le masque en global, ce que je peux faire, c'est faire mes retouches, etc. Donc c'est quand même vraiment bien vu, c'est bien séparé, c'est un tout petit peu dommage si je veux vraiment être dans le chercher du poil sur les œufs. Je suis vraiment super content de ce qu'ils ont fait depuis l'an dernier, mais c'est histoire de donner des pistes pour la suite. Et j'ai pas trouvé, alors je sais pas si c'est peut-être moi qui ai pas trouvé, hein, mais là par exemple personne 1, ça aurait été plutôt bien de pouvoir double-cliquer et la renommer. Alors peut-être pas sur cette image parce qu'il y a qu'une seule personne, mais vous l'avez compris, sur cette image, d'avoir personne 1, personne 2, personne 3. Pourquoi? Parce que quand je vais cliquer sur personne 1 et prendre un truc sur toute la personne pour créer un masque, ça me crée un masque qui s'appelle masque 1 personne,
Mais ça aurait été cool que du coup le masque 1 ça appelle du nom de la personne que j'avais renommée. Comme ça quand on arrive sur cette photo, on a le masque de Elodie, Cindy, Sandra, Charlotte et qui vous voulez. Et ça aurait été cool, notamment pour les photos de mariage. Alors je sais pas si avec le système de détection des personnes dans Lightroom, j'ai pas encore essayé, il y aura une fusion des deux, c'est-à-dire vous détectez des personnes dans Lightroom, ce truc-là existe depuis très longtemps, depuis 2015, et une fois que vous avez attribué des noms aux personnes dans Lightroom, le masque, s'il les reconnaît, se renomme automatiquement. Ça, ce serait vraiment hyper élégant pour et puis tous ceux qui travaillent aussi dans le milieu du corporate, c'est-à-dire tous les photographes qui font du headshot, qui vont shooter dans des boîtes et qui font des trambis, ou dans les universités, ou voilà, tout ce genre de photographes qui vont en une journée photographier peut-être 50 ou 100 personnes, et qui vont ensuite pour leur retouche avoir quand même plus de facilité à mettre un nom à partir de l'organigramme qu'on va leur donner pour pouvoir livrer ensuite des photos qui ont les bons noms de fichiers, ainsi de suite, quoi. Donc ce serait vraiment cool que ça fonctionne de cette manière. Je sais pas si ce sera le cas. En tout cas là dans Camera Raw, on peut pas renommer. Donc ce sera toujours personne 1, personne 2, personne 3. En tout cas voilà pour les nouveautés sur l'aspect personne, visage, etc. Mais il n'y a pas que ça en termes de masque. Il y a une nouveauté qui est qu'on peut maintenant sélectionner des objets. Donc comme je vous l'ai dit l'an dernier, ce qu'on pouvait faire c'était sélectionner un sujet et à partir de ce sujet on pouvait évidemment obtenir l'arrière-plan. Donc si là je clique sur sujet, il va me trouver les lettres. Vous voyez qu'il a pris le L, le A et une partie du A. Et donc évidemment ce qu'on pouvait faire ensuite c'est faire un dupliquer et inverser le masque. Et avec ce dupliquer et inverser le masque on avait du coup automatiquement l'arrière-plan. Bon maintenant si on veut, alors je vais tout effacer, je vais enlever, supprimer tous les masques. Si maintenant on veut avoir directement l'arrière-plan, on peut cliquer sur arrière-plan. Donc voilà, donc c'est pas révolutionnaire, c'est basé sur la technologie de l'an dernier. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des traces du A. Donc en gros, on voit bien que ce qu'il a fait, c'est sélectionner le sujet qu'il a inversé. Donc en gros, au lieu de le faire à la main, il nous le fait en un seul clic. C'est pas dingue, mais c'est pratique quand même. Ça nous évite de devoir le faire à la main. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, on peut aussi lui donner à manger ce qu'on veut sélectionner. Dire par exemple, je veux sélectionner un objet. Je vais me retrouver du coup avec une espèce de lasso, ou plutôt une brosse, et du coup je vais lui dire, tu sais quoi, prends ça et trouve-moi un objet là-dedans, et boum, normalement il devrait trouver le L sans problème. Vous voyez, avec un masque qui est de très très bonne qualité. Si je fais un petit coup de retouche dessus, voilà, il est vraiment très très bon. Voilà, ça c'est nouveau, ça veut dire qu'on peut lui donner à manger une photo et lui dire tu me trouves un truc là-dedans. Et ici, en l'occurrence avec la netteté, il arrive à bien trouver, et hop, il a ajouté. Voilà, maintenant j'ai le L et le A dans le masque. Donc encore une fois, c'est basé, voilà, les fondations de la technologie, elles sont là depuis l'an dernier, il n'y a pas de nouveauté sur la technologie. Par contre, il y a des nouveautés sur l'interface et comment on interagit avec cette technologie. Et en l'occurrence, c'est très très bien vu, que ce soit pour les personnes, les multiples personnes, les sous-masques dans les personnes, ou ici la sélection de l'arrière-plan en un clic, ou des objets avec un petit coup de brosse. Franchement, c'est très très bon. Donc il y a un système similaire dans OnOne qui a été injecté cette année, mais je trouve que là, ça marche quand même vraiment particulièrement bien. Et c'est surtout assez rapide, et ça va pas chercher des objets là où il y en a pas, parce que de ce que j'ai vu dans OnOne, c'était ça. Alors un dernier truc qui fait partie des nouveautés sur les masques, c'est la possibilité de faire la courbe sur un masque. Et oui, ça fait des années que, plus ou moins, je me demande pourquoi, sur un masque en local, pourquoi sur une retouche locale, on n'aurait pas le droit de faire une courbe, qui est quand même un outil qui est quand même super pratique pour interagir, pour pouvoir retoucher les couleurs, pouvoir rééquilibrer des choses, enfin, bah maintenant c'est le cas. La courbe est un outil qui peut être utilisé sur une retouche locale. Donc la courbe elle n'a pas bougé, mais par contre on peut l'utiliser sur un masque. Et ça c'est quand même plutôt bienvenu, ça permet de faire les derniers petits trucs qui manquaient en retouche fine, notamment sur des retouches fines de certaines parties de la photo qu'on était obligé d'attraper autrement avec de la teinte, Moi ce que je faisais c'est que j'utilisais température et teinte pour pouvoir manipuler le rouge, le vert et le bleu par exemple sur des masques. Évidemment c'est pas fait pour ça, mais ça fonctionnait quoi. Bon, bah maintenant on peut utiliser la courbe et c'est quand même vraiment très très bien vu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés de Camera Raw 15 concernant le masquage. Attention, il n'y a pas que ça, je vous invite à continuer la vidéo ou les vidéos, suivant si vous regardez cette vidéo sur tuto.com ou sur YouTube. Il y a du nouveau sur les paramètres prédéfinis, et on a aussi du nouveau sur le correcteur pour pouvoir enfin gommer des éléments gênants plus facilement. Alors autre nouveauté majeure pour Camera Raw, c'est un nouvel outil pour gommer. Alors vous devez m'entendre râler probablement depuis plusieurs années sur le fait que l'outil de correction, le correcteur, est le même dans Lightroom et Camera Raw depuis
plus de 10 ans. Je crois qu'en fait depuis Lightroom 2 ou 3, donc je sais même plus à quelle caméra raw ça correspond, ce truc-là il a pas bougé. Et donc c'est très embêtant. Donc par exemple dans ma formation complète sur Lightroom, je montre cette photo en Écosse. Je la montre aussi à l'occasion de la formation sur les masquages, pour dire on peut isoler le ciel et les montagnes, le premier plan, tout ça. Bon, c'est génial, sauf qu'il y a l'étiquette, c'est pris à travers la vitre. Il y a une vignette de voiture et un panneau au plein milieu. Et du coup, on galère à utiliser donc le correcteur. Donc, quand on fait un coup de correcteur, ce qui se passe, c'est qu'il cherche à faire une fusion, et puis vous voyez qu'il faut lui dire où est-ce qu'il faut aller, échantillonner. Puis ensuite, du coup, bon, alors on a corrigé une partie, mais on a introduit d'autres problèmes. Il faut aller faire un coup de correcteur sur les coups de correcteur, et ça dure un moment, et je galère pendant, voilà, une bonne dizaine de minutes. Je finis par y arriver, à enlever ce panneau et à enlever la vignette. Alors la vignette, c'est pareil, ça va être ultra galère, parce que inventer la matière, enfin, mettre de la matière avec ce qu'on a à côté, ben on n'a pas grand chose en fait à côté. On a quelque chose, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, ça fait une espèce de grosse tâche. Bref, c'est pas génial quoi. Avec ce nouvel outil qui est présent ici, qui s'appelle suppression de contenu, on a enfin quelque chose qui ressemble au Content Aware de Photoshop, ce qui va permettre aux photographes d'éviter d'aller dans Photoshop pour des retouches qui, selon moi, en 2022, ne sont plus vraiment du trucage avancé, c'est des choses assez simples. Je veux enlever un panneau, je veux pas faire atterrir un ovni là-dessus, je veux pas faire apparaître un dinosaure, ça ok, il faut aller dans Photoshop, je veux juste enlever un panneau. Et il me semble que la technologie pouvait faire ça. Et vous voyez que là, il me l'a pris, et si on lâche, c'est-à-dire qu'on enlève l'affichage, bah c'est très très bon. On peut enlever afficher l'incrustation, voilà. On voit encore peut-être une petite trace à la rigueur, mais franchement c'est de très bon niveau quoi. Et le test ultime, c'est de dire bah cette vignette qui est là en bas, on va donner à manger un peu plus que ce qu'il faut corriger. Regardez ce que ça a fait. Ça a fait un meilleur résultat en 4 secondes que ce que moi j'ai fait en 10 minutes dans mon tuto où je montre, où je dis bah voilà, dans Lightroom, il y a des nouveaux outils de masquage, ils sont mortels, mais on a toujours ce correcteur qui est vieux, qui a 1000 ans, qui fonctionne pas bien parce qu'il n'est pas fait pour ça aussi, accessoirement. Et là, vous voyez qu'en 3 clics, j'ai corrigé le problème, quoi. Donc c'est quand même vraiment très très bienvenu. Et je fais la même remarque pour les concurrents d'ailleurs, je dis que dans Capture One, c'est pas bien mieux. Et là, on va faire un truc qui est pour lequel il n'est pas vraiment fait non plus. Donc c'est fait pour enlever les poussières, les rayures, les fils électriques, des trucs qui passent, qui gênent. Voilà, j'enlève carrément une personne qui est au premier plan, quoi. Donc avec un motif qui est quand même compliqué. Donc je pense pas que l'outil soit fait pour aller aussi loin dans le trucage, mais vous allez voir que c'est pas si mal en fait. C'est ça le pire, c'est que, alors je sais pas s'il va le refaire comment il me l'a fait tout à l'heure, mais bon, c'était pas si mal. Et vous pouvez vous dire, si jamais il donne un résultat qui est pas ouf, donc on va cliquer sur afficher l'incrustation, on peut lui dire actualiser. Et devinez quoi, en fait, il relance l'algo et il vous propose autre chose. Et là, ça commence à être cool. Par exemple, ce qu'il m'a fait là-dessus, avec le passage, c'est crédible. Il y a le premier plan qui est pas dingue ici, mais sinon c'est crédible. Et du coup, devinez quoi, bah accessoirement, je peux en faire un autre. J'ai tout à fait le droit de lui dire, bah ce morceau-là, il est pas fou, donc je te demande de recalculer. Puis peut-être celui-là, là, si tu peux faire une petite transition, boum. Et là, franchement, cette photo, si on l'avait pas montrée avant, bah ok, des spécialistes du trucage, voilà, qui sont entraînés pour détecter la propagande dans en gros les trucs de la Corée du Nord où on détecte les trucages et les coups de tampon. Voilà, les spécialistes, on l'aurait vu probablement, et vous, si vous faites de la retouche à un bon niveau, je pense que vous auriez vu qu'il y a des motifs qui se répètent, mais maintenant, il suffirait de zoomer, et sur ces motifs qui se répètent, on peut accessoirement maintenant envoyer un petit coup de correcteur si on veut. Alors attention, là, vous voyez que j'ai cliqué sur correcteur, ce que ça a fait, c'est que ça a pris mon dernier coup de suppression du contenu et ça l'a transformé en correcteur. D'ailleurs, juste pour rigoler, regardez ce qu'on va faire. On va faire un clic réinitialiser. Donc on va tout faire sauter. On va revenir à l'image par défaut et je vais juste vous montrer. Donc on prend l'outil suppression de contenu. Donc il y a ce garçon qui est là. Boum. On lui demande de recalculer. Je sais pas s'il va retomber sur un truc qui était aussi bien, mais bon voilà. Une fois que j'ai un coup de tampon qui est sélectionné, si je clique sur correcteur, il va se transformer en correcteur. D'ailleurs, ça vous permet de voir à quel point on aurait galéré si on avait voulu faire ça dans Camera Raw. Il aurait fallu très certainement aller dans Photoshop, alors que là, c'est vivable. Voilà, c'est viable plutôt. C'est évidemment viable. Ah là, pour le coup, il est carrément pas mal en fait. Vous voyez que ça vaut le coup de le refaire recalculer. Il est carrément pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si maintenant on veut faire un coup de correcteur par-dessus ça, il faut pas cliquer sur correcteur. Il faut lâcher en fait.
Et là, l'interface, je trouve, elle est un peu perfectible, c'est que je sais pas comment faire, en fait, pour lâcher. Donc moi, je reviens dans les outils de retouche comme ça, puis je reprends. Et là, vous voyez qu'il est désélectionné, il est grisé. Donc maintenant, je peux aller mettre un coup de correcteur et dire à certains endroits, par exemple, ici, ce truc-là, hop, tu vas faire une petite fusion avec de la matière qui est ici. Et là, ça vaut le coup de venir détailler, pour casser un petit peu l'effet de répétition de certaines textures. Et accessoirement, j'ai pas fait de contour progressif. Voilà, on va faire un gros contour progressif et on va agrémenter le résultat avec des textures qui sont à droite à gauche. Et vous voyez, on a refait le passage. Et là, franchement, quelqu'un qui a pas vu la photo, je vais pas m'envoyer des roses parce que c'est pas non plus la retouche du siècle, mais juste pour vous dire, en quelques secondes, on a enlevé une personne sur ce truc-là. On n'est même pas dans Photoshop, on est juste dans Camera Raw. Et on pourra faire ça dans Lightroom aussi, du coup. Donc ça veut dire que la frontière entre trucage et développement photo se resserre, et on va vraiment aller dans Photoshop que pour les trucs où il y a du gros travail à faire. Alors moi j'adore Photoshop, mais j'adore pas non plus passer 15 minutes à enlever des panneaux et des personnes et faire des trucs qui peuvent être faits en quelques secondes seulement. Donc là, ces deux images avant cet outil, elles auraient été beaucoup plus longues à travailler. Donc là, enlever la vignette et le panneau, vous avez vu, ça a pris quelques secondes, alors que normalement, je passe quand même plusieurs minutes à y arriver. Et ça, c'est une photo que j'avais pas retouchée dans ma formation complète, que j'ai amenée là pour l'occasion pour tester en me disant ça va jamais marcher. Et en fait, ça marche. Vous voyez, si j'avais pas dû parler pour vous l'expliquer, on l'aurait fait en 20 secondes en fait. Allez, 2 minutes, le temps de revenir, relancer quelques calculs, mais franchement, c'est du très bon niveau. Donc, conclusion, nous avons enfin un nouvel outil de correction dans Camera Raw et dans Lightroom, qui n'est pas simplement basé sur une fusion de la texture et de la lumière, qui est bien basé sur l'incrustation de nouveaux contenus, avec un contenu dit pris en compte, qui existe dans Photoshop depuis maintenant 10 ans. Donc il était temps que ça arrive, mais ça permet enfin aux photographes qui veulent pas se transformer en retoucheurs pro, qui ne veulent pas perdre de temps à envoyer leurs photos à des retoucheurs pour faire ce qu'ils veulent, de le faire eux-mêmes. Et du coup, évidemment, c'est plus simple pour tout le monde. Et les retoucheurs pros qui ont des compétences vont pouvoir les utiliser pour des choses de plus haut niveau et qui font un peu plus appel à leurs vraies compétences de truqueur et non pas des choses qui peuvent être faites directement en développement. Alors, autre nouveauté de Camera Raw 15, c'est l'apparition de profils, de paramètres prédéfinis plutôt adaptatifs pour le portrait. Alors déjà, c'est quoi un paramètre prédéfini adaptatif? Ça veut dire que c'est un réglage, donc dans un paramètre prédéfini, jusque-là normal, sauf qu'il s'adapte en fonction d'une détection de sujet ou de ciel. Donc par exemple, on va faire un paramètre prédéfini qui retouche les ciels. En fait, si vous ne faites pas un masquage sur le ciel, il va apparaître sur toute la photo. Avant, c'était ça. On était obligé, en gros, de faire une retouche locale pour ça. On pouvait pas l'automatiser. Maintenant qu'on peut détecter les ciels à tous les coups sur une photo, on peut dire je fais un réglage spécifique pour le ciel, et quand je vais l'appliquer sur toute une série d'images, c'est à chaque fois le ciel qui va être concerné, bien entendu. Et donc maintenant on peut faire ça aussi sur le portrait. Donc on a dans les paramètres prédéfinis un adaptatif portrait, avec différents réglages. Par exemple ici je peux prendre toutes ces images et dire que je veux par exemple faire portrait glamour. Alors ça va faire un certain nombre de choses. Portrait détaillé, ça va accentuer les détails, donc en l'occurrence sur cette image ça va pas être génial. Vous voyez qu'il prend les 5 images, il va détecter sur chacune une personne. Sur la personne, il va détecter le visage, et ensuite il va appliquer les réglages qui sont prévus. Donc là, maintenant, je vais me retrouver sur chacune de ces images avec une retouche qui a été effectuée d'après le paramètre prédéfini, et y compris d'ailleurs sur toutes les personnes quand il y en a plusieurs. Donc par exemple, ici, si je fais que je regarde le avant-après, que je mets basculer sur le paramètre par défaut, on voit que il y a une retouche qui a été faite sur le visage avec en l'occurrence un adoucissement et un petit peu de lumière. Donc si je vais dans les masques sur cette image, on voit qu'il y a toute une série de réglages qui ont été faits. Alors il faut me croire sur parole, j'ai pas fait ça avant la vidéo, ça a été fait évidemment en vrai. Je peux vous faire un petit réinitialiser si vous voulez, on va mettre oui. Et vous voyez là que sur cette image, en l'occurrence, voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a plus rien. Et si on fait un paramètre prédéfini adaptatif, cette fois-ci on va mettre portrait détaillé, vous voyez que il va lancer la recherche, ça s'est passé en 2 secondes, on n'a même pas vu tellement ça allait vite, et donc il a fait les masques dont il avait besoin. Et donc j'ai maintenant des portraits qui sont au contraire beaucoup plus détaillés. Donc en gros, si vous faites un réglage qui doit aller sur toute une série de photos,
et que du coup c'est des éléments qui sont locaux, ben en fait il va faire la sélection pour vous. On peut faire ça sur de l'objet, sur du ciel, et maintenant on peut le faire sur du portrait. Encore une fois, je pense que tous les photographes de mariage et tous ceux qui font du shoot corporate vont être ravis parce que ça va permettre d'adapter à la volée toute une série de retouches sans devoir aller faire du masquage à la main. Donc jusque là on pouvait évidemment faire une détection et faire des retouches déjà grandement améliorées, plus rapides parce qu'il détectait le visage tout seul, mais en plus maintenant on peut faire ça sur tout un batch de photos pour automatiser des dizaines voire des centaines de photos. Donc là on est dans Camera Raw évidemment, donc c'est peut-être pas fait pour ça, même si vous avez vu on peut très bien envoyer 100 photos à retoucher dans Camera Raw, il n'y a pas de problème. Mais bien entendu c'est Lightroom ici qui va être le plus concerné parce qu'on va pouvoir dans son catalogue prendre tous les portraits qu'on veut et faire une retouche sur tous les portraits d'un coup. Alors évidemment moi je vous conseillerais, mais je ferai une vidéo sur Lightroom plus spécifique, mais je vous conseillerais de faire une copie virtuelle évidemment, pour quand même éviter d'écraser vos réglages si jamais le réglage qui a été fait de manière automatique ou la détection elle est pas bonne, voilà, d'éviter que ça écrase ce que vous avez fait jusque là. Donc là dans tous les cas, ce que vous pouvez faire si vous utilisez Camera Raw avant de faire ça, c'est de créer un instantané pour chaque image. Comme ça vous avez une version sauvegardée de votre travail à l'instant T, avant d'appliquer donc un paramètre prédéfini adaptatif sur tous les portraits d'un coup. En tout cas, c'est une addition qui est évidemment bienvenue, puisque ça permet encore une fois de gagner beaucoup de temps sur une série de photos à traiter. Alors c'est pas une nouveauté à 100% dans Photoshop CC 2023, donc dans cette version 24.0 de Photoshop, ça a déjà été poussé l'an dernier et amélioré en cours d'année, mais maintenant la sélection d'objets nous permet, alors on va activer le Finder d'objets, permet en fait de détecter des objets de manière plus fine, en particulier donc tout ce qui va concerner des éléments qu'on retrouve souvent dans des photos, donc des arbres, des plantes, des éléments architecturaux, le ciel et d'autres objets. Donc ici vous voyez que j'ai bien pu détourer en quelques secondes juste au survol certains éléments. Et ça a été aussi amélioré du côté de sélectionner et masquer. Donc quand on est dans l'interface, alors j'ai pas fait de sélection avant, on va quand même en faire une petite. On va prendre le L par exemple ici, et on va ajouter le A en maintenant Shift enfoncé, et on va aller dans sélectionner et masquer. Et donc là aussi dans cette fenêtre on a des améliorations qui ont été faites sur l'algorithme. Vous avez, c'était déjà présent, mais basé sur la couleur et sur l'objet, et vous avez la sélection d'objet qui est aussi présente sur la gauche. Ça aussi ça a été amélioré. Et on peut toujours évidemment sortir dans de plusieurs manières, notamment par exemple faire un nouveau calque avec un masque de fusion. L'amélioration des cheveux évidemment est toujours là, et vous avez toujours la possibilité d'activer, désactiver le Finder d'objet, exactement comme l'outil sélectionner un objet avant de faire votre sélection. Donc c'est pas présenté comme une nouvelle fonction, c'est présenté comme une amélioration. Alors je vais être honnête, j'ai pas fait des sélections entre deux photos, entre l'an dernier et maintenant, au point de me souvenir à quel point ça a été amélioré. Donc je vais vous laisser comme moi les croire sur parole, parce que j'ai pas fait ce travail-là de comparaison. C'est assez difficile quand même de trouver des exemples où il y a vraiment une amélioration notable. Alors ça marchait, en fait leur problème, j'ai envie de dire, c'est que ça marchait déjà très bien quand même. Donc du coup c'est peut-être moins spectaculaire. Néanmoins en fait je pense que ça veut dire en arrière-plan, c'est qu'il y a probablement plus d'images qui a été donné à manger à l'outil, et que du coup maintenant la sélection est plus fine. Et il y a un truc qui a été poussé au niveau des préférences et qui permet en fait de faire porter en fait la recherche sur la machine ou sur le cloud. Donc si je vais, alors il faut que je retrouve juste vite fait où est-ce que ça a été proposé. En général, quand je tombe dessus, voilà, dans le traitement de l'image, j'ai ici des résultats qui sont plus rapides parce qu'ils sont pris sur l'appareil. Mais si je les pousse sur le cloud, c'est-à-dire en gros l'image va être traitée sur le cloud, et c'est du coup le réseau neuronal, en gros le deep learning qui a été fait côté cloud, qui va renvoyer le résultat. Et donc probablement que le résultat sera plus intéressant. Donc pour tout ce qui utilise en gros les remplacements de ciel, enfin tout ce qui va être travail avec à partir de Adobe Sensei, ben là au lieu de le faire en local, alors ça veut dire qu'il faut une connexion internet bien entendu, mais ça va être un peu plus fin. Et je pense que ça c'est un truc clairement qui va être assez important dans les prochaines versions, puisque plus ça va et plus les nouvelles fonctions en fait de Photoshop sont des outils de cloud et non pas des outils locaux. Pour l'instant donc ça travaille toujours sur la machine. Je pense que petit à petit on vous fera l'idée que
Photoshop, c'est un outil, vous avez un terminal et en fait tout se passe côté cloud. On n'en est pas encore là, mais je pense que ça finira par venir. Et donc là, par exemple, c'est le cas, c'est-à-dire que cette amélioration ici, qui n'est pas une nouveauté spécifiquement de CC 2023, ça veut juste dire que le modèle en arrière-plan, côté Adobe, a été amélioré. Il est présent sur la machine, mais il est aussi surtout présent sur le cloud. Et à terme, je pense que ces améliorations ne seront disponibles que sur le cloud. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc pas d'alerte. Vous pouvez, comme vous le voyez, faire des sélections d'objets en étant hors ligne. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une nouveauté spécifique à CC 2023, c'est une amélioration. Donc pour ceux qui ne voyaient pas la différence, c'est normal, en termes d'interface c'est la même chose, c'est juste le résultat qui vous est renvoyé qui est plus fin et qui va mieux détecter les objets. Donc, outre le travail qui a été fait pour améliorer la sélection d'objets dans Photoshop CC 2023, on a du coup la possibilité de supprimer les éléments juste après les avoir sélectionnés. En gros, ça permet en un clic de tout faire, quoi. Donc là, par exemple, je suis avec le sélection d'objets. Le Finder d'objets est activé, donc dès que je l'active, vous voyez, hop, dès que je survole, vu qu'il est activé, maintenant il me propose différentes sélections. Et en fait, par exemple, si je clique sur ce panneau, du coup, je vais sélectionner le panneau. Et maintenant, si je fais un clic droit, on voit qu'on a une option supprimer et remplir. Et on va cliquer là-dessus, et boum, vous voyez que c'est assez spectaculaire. Ça a fait le job en 3 secondes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors évidemment, ça l'a fait à même le calque, hein. J'ai travaillé directement là-dessus. Bon, en l'occurrence, il a fait un job qui est quand même tellement bon que c'est difficile de vouloir séparer les choses pour l'affiner derrière. Enfin, bon, ça passe. C'est vrai que ce serait bien de pouvoir l'affiner. Au pire, vous pouvez évidemment vous mettre sur un calque à part. Si jamais vous voulez pas utiliser, d'ailleurs, le Finder d'objet, donc on va désactiver Finder d'objet, on va se mettre avec le lasso, et vous voyez qu'on va lui dire de sélectionner cette étiquette, et il va trouver voilà l'objet qui correspond, et là aussi, on va faire un clic droit, supprimer et remplir la sélection, et vous voyez qu'il fait un contenu pris en compte. Ici, il faudra juste venir recolorier un petit peu en vert pour éviter cette tâche, mais il a quand même fait un assez bon travail en quelques secondes seulement. Donc voilà, outre le fait que maintenant les sélections sont plus fines et améliorées sur la sélection d'objets, on peut du coup envoyer ça directement à la suppression, puisqu'en général quand on veut sélectionner des objets sur des photos, ça peut être des objets indésirables, et donc le fait de pouvoir les effacer en quelques clics comme ça, c'est quand même très bienvenu. Alors évidemment, on a cette année 2 nouveaux filtres. Alors on a un nouveau No Ray Filter qui permet de restaurer les vieilles photos. Vous voyez que là j'ai une photo qui est quand même en assez mauvaise posture, et on va trouver en bas restauration de photos, c'est encore en bêta. Donc quand on l'active, vous allez voir qu'il va faire une amélioration de la photo en termes génériques. Donc en gros, pour les problèmes de contraste ou de lumière, ici ça a un peu recontrasté. Des améliorations sur le visage, ici ça a lissé le visage, mais finalement vous voyez qu'il y a beaucoup de rayures. Alors on a des réductions de rayures, qui est une glissière qu'on va pouvoir pousser, on va mettre par exemple à la moitié, à 50. Donc le traitement il se fait sur l'appareil, c'est-à-dire que la photo elle part pas sur le cloud pour être calculée et ensuite le résultat nous est renvoyé, tout est calculé sur la machine. Alors vous voyez que c'est pas forcément ultra rapide, ce sera quand même plus rapide, je vous le garantis, que si vous deviez le faire vous-même, donc à peu près 40 secondes. Je sais pas quelle est l'incidence de la puissance de la machine sur le traitement, j'imagine que si on fait un petit clic droit et qu'on regarde le Task Manager, on va voir dans les performances si le processeur graphique est utilisé. Alors en l'occurrence ici, je vois que j'ai 100% de processeur utilisé et la moitié sur le processeur graphique interne. En l'occurrence, il y a une RTX 3080 qui n'est pas utilisée, peut-être un peu dommage. Donc j'imagine que quand même il y a voilà, on va voir le processeur baisser, j'imagine. Donc voilà, c'était probablement pas mal centré sur le CPU et à 50% toujours sur la Radeon. Ça veut dire que ça c'est l'enregistrement de l'écran. Donc ça tournait bien sur le CPU et vous voyez quand on revient il y a quand même une assez grande amélioration. Alors dans les réglages suivants, on va pouvoir réduire le bruit chromatique. Bon, ici il y en a pas puisque c'est une image en noir et blanc. Des artefacts de demi-teinte et des artefacts JPEG. Bon, en l'occurrence, le vrai problème ici, ce sera probablement plutôt le bruit et les rayures qui restent. Donc on va pousser le bruit à 50, on va pousser les rayures un peu plus loin, et peut-être que on va... Alors pour ce qui reste, là, je pourrais le faire à la main, mais on va voir si on peut essayer de lui dire de le faire tout seul. Hop, un petit coup de montage, et vous voyez que même en poussant assez fort, on se retrouve quand même encore avec des rayures, et par contre la réduction du bruit est très violente, ça fait vraiment un lissage très très fort, on a l'impression que c'est devenu une peinture au final. Donc faites attention à cette réduction du bruit ici.
Néanmoins, si on revient au réglage précédent, on va quand même avoir, par rapport à l'image d'origine, vous voyez, une assez grosse différence. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Pour l'instant, ça vaut pas quelque chose que je ferai à la main. Alors certes, ça l'a fait vraiment en 1 minute. Donc ce que je vous suggère, si vous avez des photos comme ça à retoucher, c'est peut-être de faire une réduction des rayures autour de 20, 30, 40, 50 maximum et de finir à la main. Ça va vous faire gagner déjà 5, 10, 15 minutes sur une retouche complexe. Maintenant, on n'est pas encore au stade où on appuie sur un bouton et en 30 secondes, la retouche est faite. Ça viendra, hein, clairement, pour ceux qui s'imaginent que l'intervention humaine sera toujours nécessaire sur des opérations de restauration comme ça. Clairement, c'est une compétence, ça va être remplacé par la machine, c'est sûr. C'est qu'une question de temps. Pour l'instant, il faut encore finir à la main si on veut faire des restaurations de haut vol. Mais avec ça, plus colorisé, évidemment, on va pouvoir donner vie à d'anciennes photos en beaucoup moins de temps que si on avait dû tout faire à la main, comme il y a 10 ans par exemple. Donc on va voir les fonctions qui consistent à tout ce qui... Oh, putain la vache. Vous voyez à quel point ça m'emballe. Donc il y a une nouvelle fonction pour inviter des personnes à commenter sur un travail. C'est pratique pour notamment les freelances, je pense qu'ils vont travailler avec des clients ou des agences, ou les deux. Donc quand je vais aller dans partager ici, je vais pouvoir partager pour révision. Donc ça va créer un lien, et avec un nom aussi pour le document, et je vais pouvoir inviter des personnes. Donc ici, on va simuler un petit peu les choses, on va créer, j'ai juste fait un petit mail temporaire sur Tintmail, et on va voir à quoi ça ressemble. Donc si j'invite une personne, alors là par défaut, on peut voir le lien. Attention, vous pouvez aussi, quand vous créez le lien, dire que c'est uniquement réservé aux personnes invitées, ce qui est le cas ici, ou toutes les personnes qui disposent du lien. Donc ça veut dire que la personne à qui vous envoyez le lien peut l'envoyer à son tour, et du coup, ces personnes peuvent aussi faire des modifs. Donc faites attention, peut-être que vous avez envie que juste la personne invitée puisse faire des commentaires. On peut aussi inviter par mail. Donc là, par exemple, on voit que je suis évidemment propriétaire, mais on va inviter le compte mail. Vous voyez qu'on peut mettre plusieurs nom de correspondant, et on va appeler ça test Adobe Max 2022, et on va inviter à consulter. Et du coup, on va regarder à quoi ça ressemble quand la personne reçoit. Donc là, on voit Julien Ponce via Adobe Creative Cloud, invitation à réviser le projet, fiche 183.021.pdf, et quand on clique, on va regarder le document, donc ça c'est plutôt cool. Et quand on l'ouvre, on va voir à quoi il ressemble. Donc ici, vous avez votre lien qui s'affiche avec le token, et évidemment vous avez ici la boîte de dialogue pour l'afficher en s'identifiant sur le Creative Cloud. Donc je vais me mettre ici parce que je suis connecté. Donc ensuite, une fois qu'on arrive et qu'on s'est identifié, c'est à ça que ça ressemble. Donc on peut ajouter un commentaire, faire un dessin, et ici par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est je sais pas, je vais faire un petit dessin comme ça, et je vais dire de faire comme si l'icône était trop grosse et de la mettre à l'échelle. Et je vais dire mettre en plus petit. Bon, en général, les clients ils veulent que les logos soient toujours plus gros, mais bon, pour une fois, ça va être en plus petit. Et je vais en rajouter, on va encore mettre validé. On peut mettre des emojis accessoirement. Bon, je sais pas si ça va vraiment servir à quelque chose, mais et puis ensuite, on peut dire ici, on fait une croix et on va dire trop foncé et on va cliquer sur valider. Donc j'ai ajouté 2 commentaires, et maintenant quand je retourne dans Photoshop, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais fermer la boîte de dialogue partagée. On voit automatiquement que le panneau commentaire s'est déplié, avec écrit vous avez un nouveau commentaire, et on voit ici les éléments qui ont été faits. Donc en gros là maintenant ce que je peux faire, donc je peux faire mes modifs, donc je vais dire bah ok, je vais te mettre à l'échelle le truc, c'est quand même peut-être un peu trop gros. En vrai non, mais c'est pas grave, et je vais faire ici trop foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de courbe et on va éclaircir. Le masque on va l'inverser et on va peindre avec le pinceau, on va peindre en blanc à cet endroit là pour éclaircir un petit peu. Donc on a fait ce que le client nous a demandé, on retourne là-dedans et on va envoyer une petite coche, on va dire bah c'est résolu, et c'est résolu. Donc je fais disparaître les commentaires évidemment, donc ça a été déplacé vers résolu. Et si on retourne dans Firefox, boum, les commentaires ont disparu parce que ils ont été résolus. Donc vous avez en bas des
des systèmes de filtres. Notamment ici, on peut voir quelles sont les différentes personnes, la date et le statut, donc c'est quand même plutôt bien. Par exemple, je peux afficher ou pas les résolus, justement. Donc par défaut, quand ils sont marqués résolus, ils disparaissent, mais on peut les réafficher. Et on peut voir qui a marqué quoi tout le temps. Donc en gros, ça permet, c'est toujours en bêta, en tout cas apparemment. Ça a été introduit en août, juste avant l'Adobe Max, mais ça fait partie de la liste officielle des nouveautés de 2024. De Photoshop CC 2023, qui est la version 24. C'est pas forcément simple, mais Photoshop CC 2023, c'est Photoshop 24.0, cela a été introduit en août 2022 avec la version 23.5. Vous voyez que ça commence à être un peu compliqué à suivre en termes de numéros, mais bon, en gros, cette nouvelle version pousse comme nouveauté le fait de pouvoir commenter. Alors ça marche déjà très bien, je vois pas pourquoi c'est en bêta, mais j'imagine que peut-être qu'ils attendent de voir niveau charge ce que ça implique. Il me semblait que, enfin moi ce que j'avais compris, c'était que ce serait accessible sans compte Creative Cloud. Or là, le lien, quand on clique dessus, vous avez vu dans le mail, il demande quand même de s'identifier sur Creative Cloud. Alors on peut, à quelqu'un qui a une adresse Google ou Facebook ou n'importe quoi, il peut le faire en un clic, mais ça lui impose de créer un compte quand même. Donc évidemment ce sera gratuit, il n'y a rien à payer, etc. Mais ça impose, on peut pas juste arriver, boum, directement sur le document en mode invité, quoi. Et ça, je trouve que c'est un tout petit peu dommage parce que ça crée une friction. Bon, je pense que la plupart des gens qui travaillent avec des agences, ça sera pas un souci. Il y a déjà des comptes Creative Cloud dans toutes ces structures, mais pour les graphistes qui ont un client en direct, et peut-être avec un client qui sera pas forcément à l'aise avec Creative Cloud ou qui connaît pas, ça peut créer une friction. En tout cas, l'outil est quand même bien foutu. Vous avez vu, dès qu'on rajoute un commentaire, ça apparaît, on peut cliquer sur résoudre. Donc je sais que moi, à une époque, ça aurait probablement pu fluidifier certains allers-retours avec le client, ou avec l'agence qui fait tampon avec le client, justement. Et le fait qu'on puisse voir qui a marqué quoi, et de garder une archive de tout ce qui a été marqué, plutôt que de faire des incessants allers-retours par mail et on sait plus au bout du 10e aller-retour qui voulait quoi, et puis savoir si ça a été résolu ou pas. Ou pire, le client qui vous envoie un PDF avec ses notes scannées à la main. Voilà, ça peut faire rire, mais il n'y a pas si longtemps que ça, juste 2-3 années encore en arrière, j'avais encore ça, moi. Voilà, des clients qui me scannaient des modifs à faire en ayant scanné, voire imprimé une maquette InDesign, par exemple. Donc ça, ce système de commentaires intégré au Creative Cloud, c'est quand même vraiment très très bien. Alors, petite nouveauté concernant l'outil dégradé, et qui n'est disponible que dans la version bêta de Photoshop 2023, donc il faut aller dans votre Creative Cloud et aller dans les applications bêta et installer Photoshop. Donc c'est Photoshop 2023, donc Photoshop 24.0, sauf que c'est la version bêta, et quand je vais dans l'outil dégradé, vous voyez que maintenant l'outil dégradé se fait directement sur l'image, comme dans Illustrator en fait. On peut choisir la répartition, on va pouvoir cliquer ici pour rajouter un point. Hop, on va pouvoir évidemment changer la couleur quand on double-clique. Vous avez exactement en fait le même feeling que dans Illustrator. Et le seul truc, hop, ici, il me semble que voilà, au-dessus par exemple, donc vous n'avez pas l'opacité. Donc la position, la couleur, on va pouvoir faire les différents modes aussi, perception, linéaire ou classique, qui date de vraiment les anciennes versions de Photoshop. Et donc vous allez pouvoir comme ça, dès qu'on va cliquer ailleurs évidemment ça va disparaître, mais maintenant le dégradé ne s'applique plus directement en pixels sur le calque, mais sous forme de calque de remplissage dégradé avec un contrôle à l'écran. Alors autre nouveauté qui n'est disponible que dans la version bêta, et en plus que sur Mac, ce qui est assez étonnant puisque c'est quelque chose qui fait appel au calcul de carte graphique, au GPU. Alors certes, depuis Apple Silicon avec M1 et aussi M2, Apple a fait de gros progrès sur le calcul GPU. On peut pas dire que ce soit quand même le fort de l'univers Apple que de proposer des cartes graphiques puissantes. Alors là, le but c'est de faire un flou gaussien en live, donc ça demande pas non plus une carte graphique de joueur, mais bon, tout ça pour dire que c'est assez étonnant que ce soit que sur Mac, pour l'instant, bien entendu, évidemment à terme. Ce sera disponible aussi sur Windows. Je me demande juste pourquoi, ce qui a empêché que cette fonctionnalité bêta ne soit pas présente sur les deux plateformes. Donc quand vous allez dans le menu filtre et que vous allez dans flou, vous avez flou gaussien direct, donc ça c'est nouveau. Et on va trouver du coup dans flou gaussien une nouvelle fenêtre ici qui va nous faire calculer le flou avec le résultat temps réel directement en fait sur le canevas. Donc il n'y a plus la fenêtre d'aperçu qu'on avait avant,
et avec la possibilité de sortir, alors soit directement sur le calque actif, soit sur le nouveau calque. Alors là pour l'instant on ne voit pas la différence. La différence elle est qu'au moment où on va cliquer sur valider, on va pouvoir le faire. Vous voyez ici deux petits pinceaux. Alors en fait ces pinceaux ils servent quand on va peindre à peindre le flou. C'est comme si j'avais fait un objet dynamique. Alors vous pouvez remarquer que là c'est pas ultra fluide. En fait j'ai quand même un calcul handbrake qui traîne derrière, hein. Donc un encodage vidéo en même temps que j'encode cette vidéo. Donc. Et c'est sur un Mac Mini M1, donc vraiment la plus petite machine qui est sur la gamme Apple actuelle en tout cas. Donc une fois qu'on a fait notre flou, on peut cliquer sur OK et on a une copie avec le flou appliqué tout bêtement. Donc voilà, c'est pas quelque chose de terriblement dingue, hein, ça révolutionne pas grand chose. Par contre, ça donne en ligne de mire ce que Adobe pardon, plutôt pourrait faire pour les filtres, donc pas pour les filtres Neural Filter qui vont directement sur le cloud pour être calculés ou qui font appel au deep learning, mais plutôt sur les autres filtres qui pourraient être, comme le propose déjà depuis très longtemps Affinity Photo accessoirement quand même, d'être appliqués avec un mode un peu plus interactif qu'une fenêtre de précalcul, voilà, tout bêtement. Donc aujourd'hui on a les machines qui sont capables de faire ça, et donc c'est peut-être probable que dans les prochaines versions de Photoshop, on ait des filtres, notamment des flous et des accentuations qui se retrouvent à être calculés comme ça en direct.